Bonjour, merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints et d'être aussi nombreux pour participer à ce webinaire consacré au ROI du coaching. Je suis Florence Cissot, executive coach et membre de la commission de coaching de Syntec, et j'ai le plaisir donc d'animer ce webinaire aujourd'hui. Un chat est à votre disposition, est ouvert, afin que vous puissiez poser toutes vos questions. N'hésitez surtout pas, et nous y répondrons dans la mesure du possible. Alors, un élément de contexte avant de commencer. Ce qui nous a conduit à organiser ce webinaire, c'est que même si le coaching est aujourd'hui bien intégré dans les stratégies RH et les dirigeants, nous, la commission de coaching, avons la volonté de participer et d'améliorer, en tout cas, le dialogue autour de la façon de mesurer objectivement l'efficacité d'un coaching. Effectivement, c'est une demande quand même assez prégnante et pressante même de nos clients, et donc nous avons à cœur de réfléchir à ce sujet. Nous allons voir d'ailleurs qu'il ne s'agit pas seulement de perception, mais qu'il s'agit également de métriques. Donc, nous avons 3 invités aujourd'hui pour alimenter ce débat. D'abord, nous avons Raphaël Boutrix, qui est Chief Revenue Officer et cofondateur de Didomi. Nous avons Hélène Sancerre, qui est Chief Impact Officer et directrice du changement, de la RSE et du coaching chez Cisco. Et nous avons, près de moi, Olivier Chavannes, qui est VP, c'est-à-dire Vice President, Groupe, Talent Manager chez Total Energy. Donc, ces 3 personnes, nos 3 invités, sont tous les 3 des prescripteurs de coaching dans leurs entreprises. Des entreprises aux structures différentes et donc dans des milieux différents, et donc qui vont apporter beaucoup de richesse à ce débat, sachant qu'en plus, ce sont tous les 3 des personnes qui ont été coachées. Donc, pour commencer, j'aimerais donner la parole à Raphaël Boutrix. Et Raphaël, est-ce que tu peux nous dire quels sont les éléments qui font que tu déclenches un coaching dans ton entreprise et à qui tu l'adresses? Avec plaisir, ravi d'être parmi vous. Donc, juste pour préciser au niveau de mon nom, il s'agit pour des petits soucis techniques. Donc, moi, je suis Raphaël Boutrix. Je suis un des cofondateurs de Didomi, une solution logicielle. Je suis également le Chief Revenue Officer. Donc, pour répondre à ta première question, Florence, sur la partie déclencheur en fait, du coaching, je pense qu'il faut faire un petit rappel du contexte de Didomi. Donc moi, au niveau du panel, je vais plutôt représenter un des cofondateurs d'une société technologique. Donc, qui dit société technologique dit start-up avec fonds de capital risque et hyper croissance. Et qui dit hyper croissance dit changement d'étape de la vie de l'entreprise tous les 6 à 18 mois maximum. Et en fait, dans ce contexte en fait, de changement très fort, on recrute beaucoup de collaborateurs et on passe d'une équipe fondatrice à une organisation qui se structure. Il y a nécessairement des besoins et on doit monter en compétences. Donc, il y a 2 choix pour conclure sur ce point-là. Soit on aide les personnes clés, qu'elles soient managers ou qu'elles soient individuels contributeurs, à monter en compétences, soit on doit nécessairement leur fournir les bons outils. Et le coaching fait partie des propositions d'outils qu'on peut faire aux bons collaborateurs à fort potentiel. Bien, merci beaucoup. Hélène, toi, en tant que responsable aussi du RSE, du changement, quelles sont les raisons qui font que tu vas passer dans le coaching? Je vous rappelle juste que j'ai quitté Cisco il y a quelques temps, mais que je vais m'appuyer sur ma longue expérience là-bas pour citer des exemples. Moi, ce que j'ai pu observer depuis une année que je fais ce métier, c'est que le coaching, c'est un mode d'action, mais pour accompagner une transformation personnelle de l'entreprise. Donc, il peut y avoir beaucoup de facteurs d'exformation.
par ce qu'on retrouve souvent, l'évolution de la posture, à l'occasion d'un changement de poste ou d'une petite difficulté managériale, et de ces représentations. Il y a souvent beaucoup d'enjeux stratégiques à intégrer. Chez Cisco, c'était le cas, une croissance très rapide, donc il fallait pouvoir accompagner ça. Et moi, je cite souvent aussi le coaching de dirigeants, hein, car il est très spécifique. Il y a une solitude qui est inhérente à la fonction. Donc, là, pour accompagner en tant qu'allié, à la fois confrontant et bienveillant, quand on est dirigeant, on a de moins en moins de gens qui vous disent ce qui va ou ce qui ne va pas. Donc, moi, je pense que les éléments déclencheurs diffèrent beaucoup en fonction des contextes, hein, et on peut avoir des coachings très, très spécifiques qu'on a vécu chez Cisco liés à l'acculturation, l'adéquation à des valeurs qui étaient fortes, à la culture, au mode de fonctionnement. Quand on vient d'un univers très différent ou quand on fait partie d'une acquisition, nous, on avait fait plus de 290 acquisitions, donc voilà, le coach est là pour accompagner ça. Donc voilà, ces transitions, ces ruptures, travailler l'autonomie, la responsabilité, l'adaptabilité, comment embarquer tes équipes, voilà, il y a moult facteurs déclencheurs et moult coachs pour les accompagner. D'accord. Effectivement, c'est un contexte très particulier. Olivier, pour ce qui te concerne, chez Total Energy, je crois que tu es précepteur, mais dans un contexte un peu plus particulier, n'est-ce pas? Bonjour à tous. Oui, c'est un contexte un peu particulier parce que moi, je m'occupe d'une population de haut potentiel. Ces hauts potentiels, ils sont amenés à devenir dirigeants de l'entreprise entre 2025 et 2030, en gros. Ils sont 250 au total et finalement, on accompagne leur développement sur un programme de 6 ans. Et ce qui nous fait déclencher un coaching, c'est en général 3 situations. La première, c'est d'accélérer le positionnement de leader de ces hauts potentiels, de les faire réfléchir plus rapidement, de les positionner plus rapidement dans une position de directeur, hein. La deuxième chose, c'est de travailler sur un point précis, sur une faiblesse relationnelle qui réduit l'impact qu'ils peuvent avoir sur leurs équipes. Et la troisième chose, c'est d'assurer une performance durable. Il y a beaucoup de situations de surinvestissement potentiel dans leur rôle et de vouloir en compenser, de vouloir travailler encore plus et de faire toujours plus de la même chose. Et là, le coaching aide à décentrer le travail. Voilà les 3 situations dans lesquelles… Donc, on voit qu'il y a un mélange à la fois de quête de performance, mais il y a quand même toujours du care, hein, une volonté de care et de bien-être des personnes. Donc ça, c'est très intéressant. Et maintenant, j'aimerais qu'on rentre dans le vif du sujet, hein, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire comment mesurer, hein, ce ROI. Et je crois que vous avez chacun, hein, des approches assez différentes. Est-ce que Raphaël, tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe chez toi et comment tu raisonnes, toi qui es très héroïste, on va dire, de nature, hein, je crois. Effectivement, on a une culture retour sur investissement. C'est pour ça que, pour moi, le coaching, c'est un investissement. Et c'est important de le voir comme ça et pas comme une dépense. Bon, comme on le disait un peu plus tôt, c'est développer des collaborateurs, hein, donc c'est toujours une bonne chose. Et si on est un peu plus pragmatique même, déjà, un coaching, c'est améliorer le champ d'action dans le talent, donc ça va améliorer ses performances. Mais j'aimerais partager, par exemple, une anecdote, quelque chose qu'on a mis en application. Je pense que ce sera plus parlant. Nous, comme j'expliquais un peu plus tôt, on a des personnes qui nous rejoignent assez tôt, pour qui c'est potentiellement la première ou deuxième expérience professionnelle et qui ont des très, très forts potentiels. Donc, ils peuvent arriver en étant la première personne d'un service et être amenés à avoir de grandes responsabilités. Sauf que l'apprendre à tous les participants, donner des responsabilités à quelqu'un sans lui donner les moyens, c'est presque un cadeau empoisonné, entre guillemets, même si ça peut faire plaisir dans un premier temps, et ça peut avoir été quelque chose qui a été fortement négocié année après année. On a eu le cas, alors changer les prénoms, mais disons qu'on a eu dans notre organisation Candice, qui est une personne qui arrivait relativement tôt chez nous, et qui s'est occupé du service client en tant qu'individuel contributeur, donc éviter les anglicismes, en tant que contributeur individuel seul, et avec des super performances, l'envie de lui confier beaucoup plus de responsabilités. Comme je l'ai dit, ça va très, très, très vite chez nous et chez beaucoup de sociétés en hypercroissance.
Et donc, du coup, il y a cette volonté d'accompagner le collaborateur avec un couplage mentoring et coaching. Donc, mentoring qui est parler à des pairs qui l'ont déjà fait sur la partie terrain, et coaching pour acquérir tout ce qui va être soft skills. Et cette personne-là, en termes de retour concret, reprenons les objectifs, c'était de la confiance en soi, de la possibilité de s'imposer face à d'autres C-level beaucoup plus âgés, beaucoup plus expérimentés au sein d'un comité de direction. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que grâce à un coaching, sur une dizaine de séances qui ont été étalées dans le temps, on a réussi à avoir des résultats qui sont assez exceptionnels, avec une personne qui a réussi à combler justement ce qui lui manquait pour monter la marche suivante de l'escalier. Et donc, c'est quoi les bénéfices concrets? C'est d'avoir un profil à qui on a offert une vraie possibilité d'évolution, donc qui est dans l'intérêt du collaborateur et de l'entreprise, bien sûr, puisqu'on a déjà quelqu'un de confiance et qui avait réussi dans le passé, qui a réussi à s'affirmer, donc finalement, à aller voir d'autres C-level, à s'affirmer pour les besoins de nos clients. Et également, un troisième aspect, qui est de libérer également de la bande passante au management général, puisque c'est une personne qui me reportait, qui était un très bon profil. C'est intéressant cette réflexion que tu as. Parce que quelqu'un qui n'est pas à plein potentiel et qui va me solliciter pour des problèmes qui sont en dessous du niveau qui est attendu, ça va me consommer du temps, et sans faire des comparaisons de temps, en tant que cofondateur et chief product officer, il faut que je sois concentré sur d'autres sujets stratégiques. Et donc, du coup, l'idée, c'est de donner les bons moyens à la personne pour que l'organigramme se structure et qu'on puisse montrer également au niveau de l'entreprise qu'on est capable d'accompagner les personnes et de faire des belles histoires qui sont dans l'intérêt commun. Maintenant, juste pour, je ne serai pas très long, si on prend l'inverse, je n'accompagne pas cette personne, risque d'échec extrêmement fort, la personne ne l'a jamais fait, et en plus, on ne l'accompagne pas. Qu'est-ce qui va se passer pour passer de ce 10 km à ce marathon, entre guillemets, tout seul? Ça va souvent pas marcher, ok. Ça va pas marcher, on va devoir potentiellement recruter quelqu'un. Ça va nous coûter 20 à 25 points du salaire annuel, ce qui est en soi ok, on le fait très souvent, mais si on a la possibilité de faire évoluer une personne en interne, c'est toujours mieux. Deuxièmement, ça peut créer de la frustration en disant à la personne, voilà, il y a un plafond, entre guillemets. Il y a ce principe de Peter, tu as atteint ton seuil d'incompétence, tu ne peux plus, il faut prendre quelqu'un qui a 20 ans d'expérience en plus. Et tout ça, au bout de 6 mois, ça se trouve, on n'a pas la bonne personne, elle ne sera pas montée en compétence. Oui, donc ce que tu nous dis, c'est qu'en fait, du coût du coaching, si tu le rapportes à ce que te coûterait un recrutement ou un remplacement, effectivement, il est rapidement fait, c'est ça? C'est rapidement un ROI, un multiple sur une promotion, ça peut être de 1 à 7 ou 1 à 10. Oui, si donc là, effectivement, on n'est pas dans la perception, mais on est effectivement dans des métriques, donc c'est quelque chose qui se mesure très clairement. Oui, c'est vraiment intéressant d'avoir cette approche. Hélène, quant à vous, comment ça se passait chez Cisco? Comment vous mesuriez le ROI? Alors, quand tu posais ta question tout à l'heure, Florence, je me disais, il faut quand même faire une différence entre les résultats visibles et la mesure. C'est pas tout à fait pareil. Moi, j'ai souvent vu, on a essayé plein de choses. Et il faut faire, à mon avis, attention à l'évaluation sous forme de questionnaire qu'on voit souvent et souvent dans les grands groupes qu'on envoie aux coachés. Voilà, qui est bien à la fois du quantitatif et du qualitatif, mais on a un tout petit risque de passer à côté de la responsabilité du coaché si le coaching n'est pas réussi, parce qu'on évalue le coach, on évalue, etc. Le coaching, c'est une co-construction, c'est une danse, donc attention à ne pas évaluer que le coach, mais on parlera après des prérequis pour voilà. Moi, la question que j'aime bien poser au coaché et à son manager lors d'une tripartite, c'est à quoi est-ce que vous verrez que le coaching a réussi, que votre objectif est atteint? À quoi, dans combien de temps, de manière concrète? Et notre rôle en interne ou de coach, c'est vraiment de veiller à des réponses très tangibles, observables, pas des opinions. Moi, je me méfie d'un objectif qui est plus de confiance en lui. Oui, mais à quoi on voit que la personne a plus confiance? Donc, comment est-ce qu'on qualifie ça? On verra que tu n'as plus confiance en toi si tu fais ci, si tu fais ça, etc. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que moi, j'aimais bien évaluer le coaching sur une échelle du temps.
C'est effectivement un investissement, comme tu le disais, et c'est un investissement court terme, moyen terme et long terme. Donc, comme on peut le mesurer à l'aune de situations concrètes, il faut aussi attendre des contextes. Donc, souvent, à court terme, on voit des personnes qui peut-être sont plus assertives, qui peuvent plus prendre de recul, qui équilibrent mieux leur vie privée et perso, ou qui savent faire un feedback, voilà, c'est quand même pas la moindre des choses. Mais à plus long terme, on peut voir des choses plus complexes à évaluer, des ancrages, de la confiance, une prise de décision rapide, la manière d'assumer des crises. Et alors, du coup, ça, par exemple, tu le mesures comment? Tu le mesurais comment? À l'aune du contexte. Moi, je vais te donner un exemple. Oui. On avait mis en place chez Cisco un programme d'efficacité managériale sur 4 ans. Où chacun a été coaché et avec un process de remontée des KPI suivi par la chaîne managériale, pas par défaut, par la chaîne managériale. Et on avait été très précis. On avait identifié 3 comportements prioritaires qui répondaient à des enjeux business. Et on avait fait travailler chaque personne coachée et son manager sur comment, sur une échelle de progrès, je vais mesurer ça. Donc, exemple concret, la prise de risque. On voulait des collaborateurs qui prennent plus de risques. On leur a fait faire un assessment. Ils ont mesuré comment ils se situaient eux-mêmes par rapport à ce comportement de prise de risque et comment leurs pairs ou leurs managers les évaluaient. Et après, on leur a dit, OK, bah, pour toi, la prise de risque, c'est quoi? Sur une échelle de 1 à 10, tu te situes où? L'idée, c'est pas que tu passes de 2 à 10, c'est que tu passes de 2 à 3, puis à 4. Et donc, voilà, pour certains, ça voulait dire appeler un C-level chez mes clients, alors qu'ils étaient plutôt avec les responsables réseau, etc. Donc, on a mesuré ça, donc c'était évidemment au long cours. Et on s'est rendu... Est-ce que ce que je comprends, c'est que vous avez fait une évaluation, parce que ça existe aussi en termes de coaching. C'est-à-dire qu'avant, dans l'assessment que vous l'avez fait avant, oui. Vous avez un état de lieu au temps zéro. Au temps zéro, oui. C'est ça. Et ensuite, après, vous avez une nouvelle évaluation? Non. Là, on a fait non parce qu'on voulait un point de départ, une prise de conscience. Mais après, ce qui nous intéressait, c'est que on soit au plus proche des situations concrètes. Donc, le manager a géré et après, c'était est-ce que tu as pu prendre rendez-vous? Est-ce que tu as contacté des personnes? Est-ce que dans ta situation... Et c'est là qu'on voyait la mesure. C'était plus quelque chose de générique. Et on l'a vu aussi dans un contexte plus particulier, on l'a vu en termes d'innovation. On s'est rendu compte que ce comportement qu'on avait identifié sur des objectifs très, très business, eh bien, quand on a eu une opportunité et on a monté un programme d'extrême envergure, hein, on a investi millions de dollars en France pour accompagner la transformation numérique du pays. Je pense que si l'ensemble de la chaîne managériale, le DG compris, n'avait pas été sollicité sur ça, on n'aurait pas fait de crise. Ah oui. Donc c'est vraiment pour moi de l'efficacité et de l'innovation. Super. Effectivement, c'est très intéressant. Ce sont des programmes d'ampleur. Donc on voit quand même qu'il y a des entreprises qui savent investir à grande échelle, puisque là on parle d'une entreprise internationale, dans le coaching et qui le considère comme une valeur sûre. Merci Hélène. Et toi Olivier, comment ça se passe au niveau de Total Energy pour l'évaluation? Est-ce que tu en as en amont? Est-ce que tu en as... Comment ça se passe? Alors, je vais être sur des instruments de mesure qui se rapprochent un peu de ceux d'Hélène et de Raphaël. De Raphaël, parce qu'on mesure le taux de rétention de notre population. On a cette population de 150 au potentiel qui sont dans la tranche d'âge qui est la cible privilégiée des chasseurs de tête, qui sont très compétents. Et le taux de rétention est très proche de celui de l'entreprise, de l'ordre de 1 ou 2%, c'est-à-dire qu'on n'a quasiment pas de démission ou de gens qui partent du programme. Et ça, quand on interroge le haut potentiel, le témoignage est souvent concordant, les témoignages sont concordants et reviennent souvent sur le fait qu'ils sont accompagnés et que cette préoccupation de l'entreprise à leur égard, et en particulier le coaching, est un moyen de les retenir. La deuxième chose, c'est on a des mesures plus qualitatives et numériques, enfin objectives, au travers d'assessments. Alors, ça ressemble un peu
à ce qu'a évoqué Hélène, c'est-à-dire qu'on a, une évaluation systématique sur un référentiel de compétences clés qu'on mesure à l'origine, à l'entrée dans le programme, et qu'on mesure régulièrement dans les années qui suivent. Régulièrement, ça veut dire? Eh bien, par exemple, là, ceux qui sont rentrés dans le programme en 2020 font à nouveau une évaluation en 2023, donc au bout de 3 ans. Et on voit une vraie différence entre ceux qui sont engagés dans un coaching et ceux qui ont travaillé par eux-mêmes. Là, on voit une différence de progression qui est très nette en faveur du coaching, bien entendu. Très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est la notion de rétention, n'est-ce pas, en termes d'image sur l'entreprise. Quel est l'impact, justement, comment on mesure aussi l'impact sur l'entreprise de celle qui est vraiment, qui va miser sur le coaching, qui va faire coacher ses équipes? Qu'est-ce que ça dit de l'entreprise en termes d'image, Raphaël? Je pense que ça veut dire qu'en fait, si on a le potentiel, l'entreprise va accompagner ce potentiel à aller à l'endroit qui est visé. Donc, je pense qu'en termes de marque employeur, c'est quand même extrêmement important. Et ça permet d'attirer du coup des talents. Et comme le disait Olivier, c'est un impact très fort sur la rétention, puisque même si on n'est pas coaché, quand on voit qu'on pourrait être accompagné le moment venu, ça donne envie de s'inscrire dans le long terme. Oui, donc en fait, on voit qu'il y a donc un impact sur l'image. À la fois, on parle de rétention et à la fois, on parle d'attraction. Et donc, ce que je comprends aussi dans ce que tu disais, Olivier, précédemment, mais également, c'est ce que tu dis, Raphaël, c'est le fait que le peu de turnover, ça aussi, c'est mesurable. Et en termes de rentabilité pour l'entreprise, ça n'est absolument pas négligeable. Alors, maintenant, j'aimerais vous interroger sur les conditions qui vous semblent importantes au préalable pour initier justement un coaching et pour qu'il soit efficace. Est-ce que tu veux commencer, Raphaël? Bien sûr. Premièrement, je pense que le coaching, ce n'est pas quelque chose de magique. Donc, premièrement, l'entreprise doit identifier, ce serait formidable si elle était, parfois c'est magique, mais en tout cas, il faut des préalables, des conditions préalables. Je pense qu'il faut identifier la personne sur laquelle on va miser. Deuxièmement, et ce sera aussi les objectifs du coaching, essayer d'identifier ce qui manque selon le management. Qu'est-ce qu'on va chercher justement à mesurer dans le cadre du coaching? Donc, pour moi, les conditions du coaching, c'est avoir une personne en qui on croit, qui a déjà délivré des très bons résultats, mais on sait qu'il y a quelques zones d'incertitude. Et dans ce cas-là, on va pouvoir mettre en place un coaching avec des bons objectifs et bien sûr avec la volonté du coaché ou de la coachée d'y adhérer. Oui, alors effectivement, nous avons, je crois, une question du chat. Alors on va s'arrêter. Donc c'est une question pour Olivier. Oui. Si on voit une différence entre les coachés et les non coachés du programme, cela veut dire que tous les hauts potentiels ne sont pas coachés. Sur quels critères décidez-vous de prescrire le coaching? Volontariat, demande du collaborateur, lacunes observées? Merci. Alors, c'est une question très intéressante. Alors, sur la manière dont on choisit les personnes qui sont coachées, c'est par ordre de priorité. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs critères. D'abord, il y a un principe de motivation. C'est-à-dire qu'il y a des personnes pour lesquelles ce n'est pas le moment ou qui sont préoccupées par des choses très opérationnelles dans leur poste, qui n'ont pas la disposition mentale ou qui n'ont pas encore passé la phase de remise en cause personnelle. Et là, le coaching n'aura pas l'impact voulu et en tout cas, on n'a pas encore réussi à arriver au degré de maturité pour que la personne utilise pleinement le coaching. Ça, c'est la première condition. Et la deuxième condition, c'est finalement, dès qu'on arrive à identifier l'utilité du coaching, et on peut estimer que parmi la population de ceux qui font cette démarche d'assess développement, on peut considérer qu'un tiers se font coacher et que les 2 tiers se font coacher un peu plus tard dans leur parcours. Donc, quand tu dis utilité, tu veux dire besoin? Je veux dire besoin. Oui, c'est ça. Ouais. D'accord. Je crois que nous avons une autre question, Régine, s'il te plaît. Oui, qui est peut-être plus une remarque qu'une question. Le coaching a parfois aussi l'effet inverse de rétention, car il fait choisir d'autres voies pour le coacher, notamment à l'extérieur de l'entreprise. Qu'en pensez-vous?
Hélène, qu'est-ce que tu répondrais à ça? Ça, c'est intéressant. Et oui, bien sûr, c'est la vie. Ça pose à mon avis, ça pose la question du qu'est-ce qu'il faut pour un coaching? Quels sont les objectifs et est-ce qu'on est bien au clair sur les objectifs du coaching? En lien, moi, je pense que c'est toujours en lien avec des besoins, un croisement des besoins du coaché et de l'entreprise. Si à un moment ça ne se rencontre pas, eh bien oui, c'est pas des éventualités qui arrivent, et ça, c'est la vie du coaching. C'est la vie du coaching. Tu voulais dire quelque chose, Olivier? Non, parce que finalement, c'est pas une situation dans laquelle on se trouve dans le programme des potentiels, c'est même jamais. Ah, jamais, d'accord. C'est pas l'objet. L'objet, c'est au contraire de garder les potentiels. Donc, tu confirmes, je vois, Raphaël. Oui, je confirme. C'est très rare. Et si ça venait à être exceptionnel, c'est peut-être plus sain au final. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que je vous ai posé la question sur les conditions préalables d'un coaching et vous me parlez du point de vue, de votre point de vue, du point de vue du coaché, mais comment vous choisissez votre coach? Comment vous choisissez les coachs en fonction des profils, etc. Quelles sont justement les conditions qu'il vous faut pour dire, OK, je vais mettre telle personne dans les mains de telle personne? Tiens, Raphaël, je t'en prie. Je peux commencer. Alors, on a des programmes, bien sûr, hein, si on compare, nous, au niveau de notre organisation, donc on a un coach qui nous a été recommandé, du coup, hein, par bouche à oreille. Et donc, du coup, ça a fonctionné. On a essayé de ne pas changer dans ce cadre-là. D'accord. Voilà. Donc, tu es fidèle au coach que tu as identifié comme étant absolument efficace selon tes critères, que tu recherches. Donc, ça marche, pas de raison de changer. D'accord. Olivier? Je pense que l'idée de connaître le coach ou d'avoir un écho sur son travail, sur sa réputation est une chose importante. Une autre chose, c'est aussi de connaître quel est l'objectif de développement de la personne. Et on va sans doute pas mettre le même niveau de seniorité de coach dans quelqu'un qui a une responsabilité d'une zone géographique avec plusieurs milliers de personnes et un impact très fort pour l'entreprise, c'est que quelqu'un qui débute dans notre programme et qui est sur des sujets un peu plus basiques de leadership. Et donc, on va chercher des coachs avec une seniorité différente. Et du coup, les critères seraient quoi, par exemple, si c'est dans un contexte, par exemple, de cette zone, avec un fort impact pour l'entreprise, c'est quoi les critères? Les critères, c'est quelqu'un qui est travaillé déjà avec des membres de comité de direction ou de comité exécutif, quelqu'un qui a l'expérience de ce qu'Hélène appelait la solitude du dirigeant, et donc qui est compris finalement comment, qui est expérimenté du coaching de personnes avec de fortes responsabilités. C'est vrai on peut parler aussi de la solitude du coaché, mais effectivement, un client et le coach réunissent une forme de solitude pour avoir un espace de parole privilégiée. Hélène? Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. C'est vraiment en lien avec les objectifs qu'on choisit le coach. Je ne suis pas sûre qu'on ait parlé vraiment des conditions favorables à la réussite d'un coaching. Hein. Moi, je vais reposer quand même ça parce que j'y tiens énormément. Aussi, je crois que tu as compris. En tout cas, ce à quoi moi je suis vigilante, c'est quel cadre pose le coach. Oui. Okay. Alors, je voudrais quand même signaler, je crois que tu as fait des études de coaching, hein, donc on voit derrière la coach qui effectivement sent que l'autre coach attend quelques réponses et merci. Non, en tout cas, le cadre, il est pour tout le monde. Il est pour le coach, il est pour le coaché, il est pour l'entreprise, il détermine la solidité, l'éthique, la déontologie, enfin voilà, ça on n'en parle pas. Moi, je pense que ce que je regarde en tout cas, et pour rebondir à ce que tu voulais comme question sur comment on choisit son coach, c'est quel est l'alignement des demandes entre ce que veut l'entreprise, ce que veut le manager, ce que veut le coaché, par qui la demande est formulée, est-ce qu'il y a bien une demande? Parce que souvent on voit des coachings où la demande n'est pas claire. Donc, ça permet d'avoir une orientation sur le coach de seniorité, peut-être de biculturalité, ça c'est très dur à dire. Donc, je ne vais pas y arriver
Qui a une expérience internationale, quelqu'un qui va aider complètement la personne à se décentrer. Enfin voilà, à chaque fois, c'est pas la même aventure. Et le coaché, il doit être volontaire, donc il doit choisir son coach. Donc quand même lui en présenter un ou deux, ça entraîne déjà dans la démarche. Très bien. Je crois que nous avons quelques questions. Tout à fait. Alors, il y a une question sur le coaching interne. Quel regard portez-vous sur l'objectivité, l'efficience du coaching interne et le positionnement des coachs internes à l'entreprise versus coach externe? C'est vrai que je tendance à penser coach externe, mais oui, c'est intéressant. Je pense que numériquement, on fait largement nous appel à des coachs externes, mais on a quand même des compétences internes qui sont dans une entité à part de coachs qui sont pas très nombreux, mais qui sont très efficaces et qui peuvent répondre à des situations très particulières. Mais je dirais en numériquement, c'est quand même anecdotique parce qu'il y a quand même il n'y a pas intérêt à avoir des coachs externes qui ont une expérience qui s'est enrichie en dehors de l'entreprise. Et donc, nous, on tient à avoir les deux, donc ce petit pool interne et ces très nombreux externes, qui permettent aussi d'être toujours au top des techniques et puis qui permettent de s'enrichir des expériences acquises auprès d'autres clients. Ça nous intéresse aussi. D'accord. Et il peut arriver que tu proposes à ton coaché à la fois un coach interne, à la fois un coach externe, et il garde il peut faire son choix. C'est plutôt en fonction de la nature de la mission à observer. Moi, je peux rebondir sur oui, parce que moi, c'est un gros sujet. Moi, j'interviens en master 2 de coaching à Assas et à chaque fois, c'est la grande question. Comment peut-on être coach interne voilà, et comme je le représentais chez Cisco, c'est vraiment, il y a des avantages dans les deux situations. Et ça dépend vraiment des besoins. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un coach interne, normalement, ça va plus vite. Ça va plus vite parce qu'il y a tout un tas d'acquisitions, de culture, de valeurs, etc., qui n'a pas besoin de poser. Nous, on avait un gros pôle de coach interne, international et en France. Ce qu'on regardait vraiment, c'était évidemment les conflits d'intérêts et c'était la capacité, comme un coach externe, de se faire confiance, de se rencontrer, de se choisir, de comprendre les objectifs et que le coach interne soit capable de se décentrer. Et je crois effectivement, Raphaël, que dans la tête, c'est important, notamment. Le fait d'avoir des coachs qui connaissent parfaitement Absolument. Nous, c'est comme ça que ça s'est passé, tout à fait. Il faut comprendre nos enjeux. Moi, je marche beaucoup à la recommandation dans des situations qui ont pu être similaires aux nôtres, à des stades d'entreprise qui ont eu les mêmes problématiques sur telle typologie de sujet. D'accord. Alors, je voudrais vous parler de confidentialité. Quid de la confidentialité des coachings? Parce qu'effectivement, pour nous, les coachs, en termes d'éthique, c'est extrêmement important. Comment vous garantissez la confidentialité, et notamment, si vous faites appel à des coachs internes? Si on fait appel à des coachs internes. Raphaël. Je pense que c'est la base de la déontologie, de l'éthique et de la confiance avec le collaborateur, puisque un coaching, c'est quelque chose qui doit être authentique, on doit partager justement ses challenges et se livrer, peut-être même plus que ce qui a pu être fait au manager, en fait, qui peut être demandeur si ça n'a pas été fait à l'initiative du coaché. Je pense que la confidentialité, elle doit juste être totale. Et on doit juste s'attarder sur les objectifs stricto sensu et sur l'évolution qu'on peut voir sur la partie objectif. Donc, je pense qu'il y a l'éthique et la confiance, donc pas de compromis sur la confidentialité. Bon, c'est quand même pas négociable, quoi. La question, c'est qui est le client quand on est coach. Donc, c'est ce que je demande au coach, c'est qui votre client? C'est le coaché ou c'est celui qui paye? Donc, c'est le demandeur. Ah oui, c'est tu demandes à la coach? Non, je pose la question. Pour ceux qui me connaissent, c'est le coaché le client, c'est pas celui qui paye. Voilà. Alors, moi, j'ai un avis un peu différent parce que nous, finalement, on considère qu'un bon leader, c'est un leader qui est en paix avec ses faiblesses.
et donc est capable de poser sur la table Exact. de manière collective auprès de ses équipes, auprès de son chef, auprès de ses clients internes, auprès de ses équipes, etc., de ses pairs, de poser ses faiblesses et de poser ses objectifs de développement. C'est même un précurseur un potentiel de changer. Et donc, cette confidentialité, elle est plus sur la maturation qui se passe pendant les séances de coaching que sur l'objectif lui-même. Ah, mais je suis tout à fait d'accord. Si le coaché veut raconter, il n'y a pas de débat. C'est plutôt vis-à-vis du coach, je pense que ça peut se poser quand il est interne. Nous avons d'ailleurs des contrats contractuels qui font que il n'est pas question qu'on puisse nous appeler pour nous demander quoi que ce soit. Alors, au fond, il y a une question, je vois des petites qui s'élèvent. Une question pour Raphaël. Hormis le questionnement afin de définir les critères de réussite, utilisez-vous d'autres outils efficaces pour mesurer les résultats, questionnaires spécifiques, plateformes d'évaluation, concepts, etc. Non, pas d'outils à proprement parler. On était plutôt pragmatique. Alors, il y a aussi certaines différences qu'on peut faire, même quand on parlait du temps long dans d'autres organisations, comme peut-être Cisco au Total, nous on va plutôt être sur du temps, on va dire, moyen-termiste. Donc, il y a des choses qui sont différentes. On n'a pas de méthodologie d'évaluation pratique. Par contre, les résultats se voient très fortement. Quand je donnais cet exemple tout à l'heure, j'ai moi-même été coaché après une grosse levée de fonds sur des problématiques que j'avais. Et je pense qu'on peut, au-delà du pur ROI, même si je dis que c'était très ROI, on voit quand même les améliorations dans les faits, à travers des réunions, à travers la méthode de suivi des objectifs. Qu'en pensez-vous, Hélène? Oui, moi je te suis là-dessus. Alors, pour vous, au fond, le ROI du coaching, c'est quoi? Pour moi, le ROI du coaching, c'est plus globalement une transformation culturelle et ça dépasse les simples indicateurs très objectifs et numériques. Ça dépasse les progrès individuels que font les personnes. Et dans notre mission sur ce programme d'accompagnement des hauts potentiels, il y a cette volonté de transformer profondément la culture de l'entreprise, la culture managériale, la culture de leadership. Et donc, si je devais retenir une chose, ce serait ça. Moi, je suis 100% d'accord avec Pauline. C'est l'accompagnement de la transformation qui doit se voir au niveau individuel et au niveau collectif. C'est le vrai ROI majeur. Et pour toi, Raphaël? Je suis totalement d'accord. Ça doit être culturel d'accompagner les collaborateurs. Et comme j'aime bien cette petite citation, c'est le directeur financier qui dit au PDG, qu'est-ce qui se passe si on forme des collaborateurs et qu'ils partent? Et le PDG répond, et qu'est-ce qui se passe si on ne les forme pas et qu'ils restent? Voilà. Donc, je pense que voilà, comme on peut illustrer. Je crois que nous avons une question, Régine, notamment sur des plateformes. Tout à fait. Donc, une piste possible pour améliorer le ROI est de baisser les prix, notamment à travers les plateformes. Quel regard portez-vous sur cette offre? Alors, ne me posez pas la question. J'ai développé. Olivier. Moi, je vais en parler avec un a priori parce que je ne suis pas utilisateur des plateformes. Mais ce qui me semble essentiel, en fait, dans le lien, dans ce qui marche, en fait, dans le coaching, quand je vois les conditions de réussite du coaching avec nos potentiels, c'est deux choses. La première, c'est cette capacité de se remettre en cause. Et ça, je pense qu'avec avec quelqu'un qui met en face, qui commande des résultats, je pense que ça a une vraie efficacité qu'on ne retrouverait sans doute pas dans les plateformes. La deuxième chose, il y a une sorte d'ajustement, de sur-mesure pour bien cibler l'objectif de développement. Et j'ai l'a priori que sur les plateformes, c'est sans doute un peu moins customisé. Et puis la troisième chose qui fait réussir un coaching, c'est la motivation sur la durée. Et c'est un peu l'effet, je m'inscris à la salle de gym au mois de septembre. Et donc ça, cette motivation, j'ai tendance à croire que la relation d'humain à humain est un facteur clé pour aller jusqu'au bout d'un coaching. Et donc, pour ces trois raisons, j'aurais tendance à
à croire qu'un coaching face à face, humain, est plus efficace qu'une plateforme. Comment c'est vous? Alors, bon, évidemment, moi, je suis dans la mouvance, comme toi, Olivier, des coachs comme ça, mais j'ai quand même vu sur des plateformes ou en vidéo et très développées au moment du confinement, la réponse à certains besoins de gens plutôt isolés, donc pas dans des grosses structures comme les nôtres, avec une offre qui peut permettre une mise en route, voilà, qui peut initier un mouvement. Voilà, donc c'est pas ma culture, c'est pas ma manière de faire, c'est pas ce que je prône. Mais voilà, je ne jetterai pas des coachs sur plateforme, j'en connais des très bons en plus, comme ça, donc voilà. Je regarde en tout cas. Raphaël? Moi, je ne suis pas utilisateur de plateforme, donc je ne peux pas porter de jugement sur ce point-là. Mais peut-être un a priori un peu comme Olivier, entre guillemets, donc sur la partie custom et sur mesure. Encore une fois, je prends des pincettes quand je dis ça, en tant que peut-être que sur la plateforme, on va être un peu moins dans l'ultra custom et que ça correspond peut-être à des besoins un peu moins avancés. Encore une fois, je prends des pincettes quand je dis ça. Je vois des messages qui parlent de ubérisation avec Oui, avec quand même ce débat, ubérisation ou démocratisation oui, c'est du ça. coaching. Ouais. C'est ça. Tout dépend effectivement des objectifs et à quelle population ça s'adresse. Alors, une dernière question avant de conclure. Qu'est-ce qui pourrait rendre, d'après vous, un coaching inefficace? Et peut-être que ça pourrait être intéressant, Olivier, que tu nous partages ton expérience. Oui, bon, j'ai dit il y a 5 minutes que finalement, un bon leader, c'est celui qui était capable de mettre ses points de faiblesse sur la table. Donc, je vais me l'appliquer à moi-même. Je te remercie. Devant 299 personnes. Voilà. Je ne pensais pas. Non, tout va très bien. Et donc, en fait, moi, je voudrais partager mon expérience, qui est une expérience double, qui a commencé par un échec, puis quand même avec tout un succès. Et il a commencé par un échec il y a une quinzaine d'années, quand j'ai dû prendre des responsabilités importantes alors que je n'étais pas vraiment prêt et mon employeur l'avait perçu et m'avait proposé un coaching. Mais j'étais très orienté résultat sur le fait de délivrer, je n'avais pas compris quel était l'objet. J'avais un directeur qui me bouleversait en permanence mon agenda. Et je n'avais pas compris que j'avais besoin de me développer sur d'autres compétences que celles que j'avais déjà. Et en fait, ce coaching a été un échec complet parce que je n'étais pas vraiment motivé, je n'avais pas vraiment le temps et je ne travaillais pas entre les séances. Et donc, oui, voilà, ça a été, les objectifs n'étaient pas clairs dès le départ. Je n'avais pas acheté les objectifs et donc ça a été un échec. Et donc, à contrario, en miroir, la deuxième expérience, c'était réussi. D'accord. Qu'est-ce que tu en penses, toi, du coaching inefficace? Du coaching inefficace. Alors, est-ce que ça vient du coach? Est-ce que ça vient du coaché? Si le coach n'est pas capable de confronter en disant des choses de manière bienveillante, de poser son cadre et surtout de rendre le coaché autonome et responsable, bon, ça déjà, peut-être que ça ne marche pas. Et du côté du coaché, il peut y avoir, à mon avis, plusieurs choses. Une fausse demande. Une demande qui n'est pas claire, donc d'où l'importance de creuser la demande. On peut voir parfois une instrumentalisation du coach, ok, donc on utilise un coach pour ne pas faire ce qu'en tant que manager d'entreprise on doit faire. Et ce que tu disais, Olivier, moi je suis toujours très attentive au temps que va consacrer le coaché. Le coaching, ce n'est pas une variable d'ajustement dans son agenda, surtout quand il est dirigeant. C'est-à-dire que ce n'est pas ce qu'on fait sauter quand on a un autre meeting. Et ça donne l'efficacité ou pas du coaching. Exactement. Raphaël, que penses-tu que pourrait être un coaching inefficace? Non, je suis d'accord. Le rendre inefficace, en tout cas. Je suis d'accord avec Hélène et Olivier. Je rajouterais qu'il faut effectivement que la demande soit claire, avec des objectifs qui soient clairs et une adhésion totale et une envie de se faire coacher de la part du coaché. Deuxième point, je pense que c'est pas magique le coaching, comme je le disais. Oui. Donc, s'il y a un top manager qui demande est-ce qu'une personne soit coachée, même si la personne adhère en face,
On ne va pas complètement changer la personne à travers un coaching si l'horizon de temps ou les objectifs ne sont pas en phase avec la réalité. Et ça, je pense qu'on peut se mettre le doigt dans l'œil en se trompant de personne, ce qui arrive. Et donc, il faut être quand même très clair, avoir un très bon coach aussi qui peut juger si les objectifs paraissent atteignables et assez rapidement, voilà, prendre des décisions si on pense que ça ne marchera pas plutôt que de perdre du temps. Et là, ce sera un ROI négatif et tous les parties perdraient dans ce schéma-là. Donc, adhésion, objectif réaliste et volonté du coaché de suivre le programme. Je crois que nous avons une question. Merci, Raphaël. Nous avons une question pour Olivier. Quel argument clé de ROI donneriez-vous à des dirigeants qui ne sont pas habitués au coaching comme vous l'êtes? Ah, Et qui souhaiteraient faire du coaching. Alors, les arguments, l'argument que je donnerais, c'est à un dirigeant qui ne se fait pas coacher. Je présenterai deux types d'arguments. Le premier type d'argument, c'est l'expérience. Moi, j'ai été marqué par plusieurs situations de haut potentiel qui sont passés des 500 plus importants postes aux 50 plus importants, qui ont été accompagnés par des coachings et en particulier qui ont trouvé leur posture de dirigeant. Et sans cette accélération, je pense qu'ils auraient pu soit échouer, soit être beaucoup moins performants. Et ce qui me vient en tête, c'est une jeune au potentiel qui avait un poste dans une direction stratégie de branche, qui avait un impact sur une petite équipe de 5 ou 6 personnes qui étaient en contact avec 5 ou 6 filiales à l'étranger et qui a dû passer en l'espace de 2 ans et demi dans le codir de la direction financière de la compagnie Total Energy et qui a dû modifier son comportement de leader. Et à mon avis, ça a été possible que par la transformation rendue possible grâce au coaching. Ça, c'est la principale chose. Et la deuxième chose, je dirais, il faut être sans doute très doué pour seul être capable de trouver à la fois faire le diagnostic sur son positionnement de leader, ses points de force, ses points de faiblesse, sans l'aide de quelqu'un. Donc, c'est les deux arguments que je présenterai à quelqu'un qui n'est pas convaincu. Et je pense que le retour sur investissement, pour quelqu'un comme ça, peut se compter vraiment un retour investissement financier très important. Les raisons principales, on va dire les 3 raisons principales pour lesquelles vous ordonnez un coaching. Raphaël? Les 3 raisons principales, premièrement, c'est un besoin, donc, ça part de là. Il va y avoir besoin pour une nouvelle prise de poste ou dans le poste actuel. Deuxièmement, ça peut être la volonté de quelqu'un, là on parlait de l'aspect rétention, la volonté de faire mieux finalement ou dans un nouveau poste ou dans son poste actuel. Et troisièmement, non, je m'arrêterai sur ces 2 points principaux en fait. C'est encore les déclencheurs. Je pense que ça reste beaucoup. Tu es d'accord, Hélène? Oui, moi, c'est ce que je disais au démarrage, c'est quel contexte, quelle transformation souhaitée, est-ce que c'est un sujet de performance, de management, d'acculturation, d'efficacité, de mauvais équilibre, d'hypertrophie pro, de solitude, est-ce qu'on monte dans l'organisation? Parfois, il y a même plusieurs sujets en même temps. Je vois qu'il y a une question sur l'impact sur l'environnement. Oui, là, c'est intéressant. Donc, vous avez parlé du ROI sur la rétention, la progression, le développement. Mesurez-vous l'impact du coaching sur l'environnement, sur l'écosystème professionnel de la personne coachée? Et si oui, comment vous y prenez-vous? En tout cas, chez Cisco, nous, on avait des enquêtes annuelles, survey en anglais qui mesurait de manière à 360, donc manager, équipe, pair, etc., les progressions comportementales. Donc oui, d'une certaine manière, on mesurait l'impact sur son écosystème. Après, il y a toujours les retours des clients, des partenaires. Enfin, tout dépend du coaching, mais on peut aussi engager une démarche avec des coachés d'accord avec son propre écosystème. Mais c'est pas systématique.
Oui, je t'en prie. Non, c'est quelque chose de très important. Surtout chez Total Énergie. Surtout chez Total Énergie. Surtout dans cette population de haut potentiel, parce que ces hauts potentiels, finalement, ils ont réussi. C'est des gens qui, souvent, ont très bien réussi leurs études, ont très bien réussi parce qu'ils sont surinvestis dans le résultat pendant leur première partie, premier tiers de leur parcours professionnel, et qui ont tendance à vraiment survaloriser le résultat, le délai, la tenue d'un travail de qualité, et ils peuvent laisser de côté leurs équipes. Et ça, c'est un impact négatif sur la motivation, sur la rétention, sur la performance collective. Et donc, c'est important pour nous de mesurer ça. Et donc, on le mesure à minima une fois par an, soit au travers d'un assessment, donc des mises en situation, soit au travers de 360 sur un questionnaire spécifique avec des questions et une échelle numérique, soit également des 360 qualitatifs. Et donc, on va interroger un petit nombre de personnes pour vérifier un point particulier. D'accord. Écoutez, nous arrivons à la fin de ce webinaire, il est 12h56. Je vous remercie vraiment tous d'avoir été là, c'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup à nos 3 invités qui nous ont fait le plaisir de se déplacer et d'avoir préparé et travaillé avec nous pour la préparation de ce webinaire. Je vous remercie sincèrement et je vais laisser la parole à notre présidente de la commission de coaching, Valérie Vaucoplan, qui est également executive coach et directrice générale de Talentis, qui nous reçoit aujourd'hui. Je vais lui laisser la place parce que nous avons un petit problème technique. Au revoir. Je vous remercie à tous d'avoir été présents aujourd'hui pour ce webinaire passionnant. Et nous avons vu également que vous posiez énormément de questions et nous nous engageons à y répondre plus tard, c'est-à-dire nous posterons des réponses sur le site de Syntec Conseil, puisque vous avez encore plein de questions sur le ROI du coaching et que nous ne pouvons pas malheureusement y répondre. Juste 2 mots pour faire reflet et écho à ce dont vous avez parlé aujourd'hui. Syntec Coaching, c'est vraiment une commission qui appartient donc à Syntec Conseil. Et notre mission, c'est de continuer à professionnaliser le métier du coaching qui est relativement récent, parce que finalement, il s'est développé au début des années 2000 en France, mais également à construire et anticiper les tendances qui vont être nécessaires à mettre en œuvre pour que le coaching professionnel s'adapte aux évolutions du monde du travail. Donc, on participe à la fois aux professionnalisations de ce métier, mais également à anticiper ce qui peut arriver. Et effectivement, bien entendu, notre métier est disrupté comme tous les métiers. Il rentre des nouveaux acteurs qui nous stimulent dans notre capacité à faire du mieux, au-delà du mieux que l'on peut dans notre métier de coach professionnel. Donc, nous en reparlerons certainement à l'avenir dans d'autres webinaires, ce qu'est le coaching et ce qu'il devient, mais certainement un outil de développement du leadership et aussi de performance collective. Il y avait pas mal de questions à la fin sur le ROI du coaching collectif. Peut-être que ça nous donne des idées pour un prochain webinaire sur le coaching d'équipe. En attendant, je vous remercie tous pour votre participation. Pour les entreprises qui font du coaching parmi vous et qui ne sont encore pas Syntec Conseil ou Syntec Coaching, n'hésitez pas à nous rejoindre. Nous avons besoin de têtes, de bras et de jambes pour faire de ce métier qui est un des plus beaux du monde, un métier encore plus professionnel. Merci à nos 3 invités et à très bientôt.